je laisse la parole à Jean-Pierre Dupuis, qui nous dit que la seule chose à dire de lui, c'est qu'il est professeur à Stanford. Oui, ça suffit. Ça suffit? Oui, voilà. De philosophie. De philosophie politique. Voilà. Bien. Alors dans ces cas-là, je vous laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup. Alors, j'ai changé le titre de mon exposé. Je viens de passer 4 mois aux États-Unis. J'ai un très vieil ami qui date de mes années Ilitchiennes, référence à mon travail avec Ivan Illich, qui est le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, qui a aujourd'hui la dignité de l'Amérique. Et de son grand ami, William Perry, qui fut le secrétaire à la défense du président Clinton. Bon, j'ai vécu avec eux aussi l'été dernier. L'escalade verbale qui semblait n'aboutir qu'à une conflagration, un échange de missiles atomiques. Et j'ai vu ces gens avoir peur. Bon, c'est un élément en arrière-fond de mon propos, la peur dans tout ça. Alors, je croyais, le titre de mon exposé, c'est celui d'un livre que Benoît m'a commandé, et qui est « Cette guerre qui ne peut avoir lieu ». Voilà. Alors, je crois que cette guerre va avoir lieu. Plus précisément, mes collègues du CISAC, Center for International Security and Arms Control, c'était l'ancien titre, s'appelle aujourd'hui AND Corporation, qui étaient des amis, certains d'entre eux de grands amis de René Girard, estiment, David Holloway, Scott Sagan, Martin Hellman, à une probabilité a priori d'une conflagration nucléaire avant la fin du mandat de Trump, à entre 33% et 50%. Demain, l'apocalypse nucléaire, et non plus la guerre qui ne peut pas avoir. Vous connaissez certainement le nom de Daniel Ellsberg. Il est connu mondialement comme le lanceur d'alerte qui a copié et confié d'abord au New York Times et ensuite au Washington Post les fameux Pentagon Papers, dont la publication allait précipiter la chute de Nixon et sa démission. On sait moins, et c'est l'objet du livre qui vient de publier sous le titre de The Doomsday Machine, voici, énorme pavé, qu'en 1961, travaillant comme économiste spécialiste de la théorie du choix rationnel, il fut détaché auprès de la Maison-Blanche et du Pentagone pour travailler auprès de Robert McNamara, qui à l'époque était le secrétaire à la défense du président Kennedy. Il fut invité à dresser les plans d'une guerre nucléaire contre l'Union soviétique, bien évidemment. Dès l'entrée en matière de ce livre prodigieux, bon, qui n'est certainement pas encore traduit en français, je n'ai pas vérifié, il vient de sortir aux États-Unis. Il raconte le choc qu'il reçut en apprenant le nombre de morts que ces plans, ces SES, les plans qu'il venait de dessiner, entraîneraient à l'échelle de la planète. 600 millions. Ellsberg croit bon de préciser 100 holocaustes, 6 millions multipliés par 100. Ces chiffres sont si démesurés qu'ils ne provoquent même plus l'effroi. La peur est un sentiment humain, noble et nécessaire, mais nous sommes ici sortis de la condition humaine. Le premier lien entre mon sujet et le livre essentiel de René Girard et de Benoît Chartres, dont nous célébrons aujourd'hui le 10e anniversaire, est celui du caractère extrême des grandeurs en cause. Sous le chapitre de la montée aux extrêmes, on ne fait pas mieux. Certes, on dira qu'il s'agit de plans, d'intentions, de paroles, et en plus de paroles non publiques. Tout ça était secret. La machine apocalyptique, le Doomsday Machine, qui répond automatiquement et instantanément à une attaque nucléaire, mais dont on a omis de révéler l'existence à l'ennemi, un pouvoir dissuasif égal à 0. Vous avez reconnu bien sûr le motif du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, Dr. Folamour en français, qui, selon le mot récent d'un de mes collègues du CISAC, dont je viens de parler, Scott Sagan, doit être vu, ce film, non comme une parodie, mais comme un documentaire. Certes, il s'agit d'une escalade virtuelle, mais dans le domaine de la perspective d'une guerre nucléaire, j'y reviendrai, le virtuel et le réel se fondent l'un dans l'autre. Y a-t-il, au plan moral en particulier, tant de différence entre former l'intention de tuer 600 millions de personnes et le faire effectivement? On connaît la réponse française à cet argument. Lorsqu'il reprit les essais nucléaires dans le Pacifique en 1996, le président Chirac, récemment élu, fut interpellé par un représentant de Greenpeace sur le mode « Monsieur le Président, vous appuieriez vraiment sur le bouton nucléaire ?»
et sacrifieriez la vie de 60 millions de personnes sans sourciller? Bon, 60 millions versus 600 millions, excusez du peu, la France fait ce qu'elle peut. Et Chirac de répondre, c'est précisément parce que la France est prête à le faire que les conditions qui nous obligeraient à prendre cette décision fatale ne se produiront pas. Vous voyez le caractère entortillé de la logique. Le philosophe américain Gregory Kafka a appelé ce type d'intentionnalité self-stultifying intention, c'est-à-dire une intention auto-invalidante. Cela donne un nom à l'énigme, à défaut de la résoudre. Ce qui est remarquable dans cette escalade vers l'horreur, c'est qu'elle ne semble marquée par aucune solution de continuité, aucune discontinuité. Dans son livre, Ellsberg donne à un moment la description suivante. Je cite. « Les gens sont en train de suffoquer et ils s'échappent des abris où ils s'étaient réfugiés. Ils se précipitent dans les rues avoisinantes et sont transformés en torches vivantes. Des mères et leurs bébés réussissent à se jeter dans les canaux pour échapper à la fournaise. Mais ces canaux se mettent à bouillir et les familles meurent ébouillantées par milliers. » Fin de citation. La scène se passe au Japon, mais il ne s'agit pas d'Hiroshima, mais de la destruction de Tokyo par des bombes incendiaires dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, soit 5 mois avant le largage des bombes atomiques. Le nombre de morts est à peu près le même entre la destruction de Tokyo et Hiroshima, environ 100 000, disons. Mais il faut une nuit entière pour réussir cet exploit dans le cas de Tokyo, une demi-heure avec la bombe atomique. Cela va beaucoup plus vite, l'efficacité est très nettement supérieure. Une seule bombe, en gros, au lieu de 300. C'est le principal mérite que le général Curtis LeMay, le chef et le créateur du Strategic Air Command, c'est-à-dire des forces aériennes du Pacifique, reconnaît à la bombe atomique sur les bombes incendiaires. Comme y insistent aussi bien des historiens américains tels que Gal Alperovitz, Barton Bernstein de Stanford, qui a bien connu René Girard, que Daniel Ellsberg, aucun questionnement d'ordre moral ne précède la décision du président Truman de recourir à l'arme nucléaire. Cela se fit, comme vous le savez sans doute, le 17 juillet 1945, à Potsdam, une banlieue de Berlin, le lendemain de l'essai couronné de succès de la bombe Trinity à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Le seuil de l'horreur morale avait été franchi depuis longtemps. La discontinuité n'est pas entre les bombes incendiaires et la bombe atomique. Le deuxième point de contact entre mon sujet et H.V. Clausewitz est le thème essentiel de l'autotranscendance du mal. Girard nous a fait comprendre, et l'ami Benoît vient de le rappeler brillamment, ce mécanisme, que la violence est capable, via le mécanisme de la victime émissaire, de s'auto-extérioriser sous la forme des institutions qui constituent le sacré, les mythes, les rituels et les interdits, et ainsi de s'auto-limiter, évitant l'autodestruction sans reste. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autorégulation de la violence. C'est ça qui est. Elle s'extériorise sous la forme du sacré, et elle se contrôle elle-même. C'est ce que la théologie chrétienne appelle le catéchon, le freinage de la montée vers l'Apocalypse. C'est ainsi que Girard interprète la formule biblique « Satan expulse Satan ». Peut-on trouver meilleure incarnation de cette formule que la théorie pure de la dissuasion nucléaire? L'arme atomique ne servirait qu'à une chose, empêcher que les autres ne s'en servent. Le 6 juin 2000, à Moscou, Bill Clinton, alors président des États-Unis, tint à Vladimir Poutine, qui était à l'époque déjà le président, enfin c'est pas le mot, de l'URSS, de la Russie, pardon. Enfin bon, on peut s'interroger. Voici ce que, en substance, Clinton dit à Poutine. Et il s'agissait pour Clinton de vendre ce que depuis Reagan on appelle couramment la guerre des étoiles. Le terme technique c'est Strategic Defense Initiative, qui est ce qu'on appelle la guerre des étoiles. Donc c'est-à-dire l'idée qu'on va se protéger par un bouclier antimissile des attaques nucléaires de l'autre. Voici ce que Clinton dit en substance, je dis bien, c'est pas une citation, à Poutine. Nous allons construire en Europe de l'Est, à l'époque c'était la Tchécoslovaquie, c'est devenu après, parce que ça a continué jusqu'à aujourd'hui bien sûr, mais c'est passé aussi par Obama, cette idée de construire un bouclier antimissile. Ça a été ce qui était encore la Tchécoslovaquie, c'était la Pologne,
Plus tard, il s'est agi de la Turquie. Bon, tous ces projets ont été les uns et les autres abandonnés pour des raisons évidentes. Alors, nous allons construire en Europe de l'Est un bouclier antimissile, mais il est seulement destiné à nous défendre contre les attaques d'États voyous. Bon, à l'époque, c'était l'Iran, c'était l'Irak, c'était tout ça réellement ou potentiellement. Un bouclier antimissile. Mais il est seulement destiné à nous défendre contre les attaques d'États voyous ou de groupes terroristes. Certes, ainsi, nous dénonçons le traité que nous avons signé avec vous en 1972, le traité qui s'appelle ABM, Anti-Ballistic Missile Treaty, qui interdisait aux deux grandes puissances nucléaires de construire des boucliers antimissiles, justement. Mais soyez rassurés, même si nous prenions l'initiative de vous attaquer par une première frappe nucléaire, ce bouclier est assez épais pour arrêter les missiles des États voyous, mais pas les vôtres. Vous pourriez aisément traverser le bouclier en question et anéantir mon pays, les États-Unis d'Amérique. Je n'invente rien. C'est là l'essence même de la dissuasion nucléaire. Je l'explique en quelques mots. Cette extravagance révèle que les conditions nées de l'effondrement de la puissance soviétique n'ont rien noté de son caractère dément à la logique de la dissuasion. Il ne s'appelle pas MAD, c'est une folie, Mutually Assured Destruction, Benoît en a parlé, pour rien. MAD implique que chaque nation offre aux possibles représailles de l'autre sa propre population en holocauste. La sécurité est fil de la terreur. Il est essentiel de montrer à l'autre qu'on ne se protège pas. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure garantie qu'on puisse lui offrir, qu'on ne va pas l'attaquer en premier. Pourquoi? Si on l'attaquait en premier, cet autre, par hypothèse, conservant une capacité de seconde frappe, lâcherait des représailles, et puisqu'on ne se protège pas, cette première attaque serait un suicide, qui monterait après jusqu'à l'anéantissement des deux partenaires et du reste du monde par la même occasion. Donc cette logique s'appelle MAD, Mutually Assured Destruction. Les sociétés nucléaires, en d'autres termes, se présentent comme à la fois vulnérables et invulnérables. Vulnérables puisqu'elles peuvent mourir de l'agression d'un autre, invulnérables car elles ne mourront pas avant d'avoir fait mourir leur agresseur, ce dont elles seront toujours capables, quelle que soit la puissance de la frappe qui les fait s'effondrer. J'ouvre une petite parenthèse pour dire à Benoît que, mais on peut en discuter après, je n'ai pas le temps de mettre ça dans mon exposé, sinon je n'ai pas de temps pour mon exposé, que l'histoire de la suprématie de la défense sur l'attaque, qui est centrale dans le livre que vous avez fait, toi et René, est vraiment à revoir, je pense, à l'aune de cette logique, si on peut dire, MAD. Tout au long de la guerre froide, divers types d'arguments, a priori, ont été débattus qui semblaient montrer que la dissuasion nucléaire sous sa forme MAD ne pouvait pas être efficace. Le principal argument portait sur le caractère non crédible de la menace dissuasive. Pourvu que le sujet qui menace son adversaire de déclencher une escalade mortelle et suicidaire, si ses intérêts vitaux sont mis en danger, pourvu que le sujet soit doté d'une rationalité minimale, disons le souci de la self-preservation, conservation de soi au sens de Hobbes, eh bien, placé au pied du mur, ce sujet, disons après une première frappe qui a détruit une partie de son territoire, il ne mettra pas sa menace à exécution. C'est l'argument en question. Le principe même de MAD est l'assurance d'une destruction mutuelle si l'on s'écarte de l'équilibre de la terreur. Quel chef d'État, victime d'une première frappe, n'ayant plus qu'une nation dévastée à défendre, prendrait par une seconde frappe vengeresse, et purement vengeresse, le risque de mettre fin non seulement à lui-même, à celle de l'ennemi, mais à l'aventure humaine. Ce point, je sais, est très débattu. Trump, dans l'hypothèse d'une première frappe nord-coréenne sur l'île de Guam, passerait sans doute à l'acte instantanément. Mais tout le monde n'est pas Trump, et nous, Français, connaissons au moins un chef d'État qui a dit que jamais, dans ces circonstances, il n'aurait appuyé sur le bouton. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui, dans ses mémoires, c'est-à-dire lorsqu'il n'était plus président, écrit ceci: « Concernant la destruction mutuelle assurée, quoi qu'il arrive, je ne prendrai jamais l'initiative d'un geste qui conduirait à l'anéantissement de la France. » Alors là, cette citation ne dit pas de quel geste il s'agit, mais il s'agit certainement de l'escalade, d'un déclenchement de l'escalade mortelle qui mènerait à la destruction de l'ennemi, de soi-même et du reste du monde. Dans un monde d'États souverains doté de cette rationalité minimale, la menace nucléaire n'est absolument pas crédible. Pour le dire autrement, la dissuasion marche tant qu'elle marche. Dès qu'elle ne marche plus, tout le bel édifice intellectuel sur lequel elle est censée reposer s'écroule. Tardivement,
certains comprirent qu'il n'est nul besoin d'intention dissuasive, la menace de représailles, pour rendre la dissuasion nucléaire efficace. La simple existence d'arsenaux se faisant face, sans que la moindre menace de les utiliser soit proférée ou même suggérée, suffirait, selon cet argument, à ce que les jumeaux de la violence se tiennent quoi? Les armes, en d'autres termes, parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin d'ajouter les mots. Sous le nom de dissuasion existentielle, existential deterrence. La dissuasion apparaissait désormais comme un jeu extrêmement périlleux, consistant à faire de l'anéantissement mutuel un destin. Dire qu'elle fonctionnait signifiait simplement ceci. Tant qu'on ne tentait pas inconsidérément, il y avait une chance que le destin nous oublie, pour un temps peut-être long, voire très long, mais pas infini. Comme Günther Anders, je crois que vous allez parler de Günther Anders. Non, c'est pas vous, voilà. D'accord. Pardon, c'est vous. Comme Günther Anders, moi je ne vais pas en parler, dans un cadre philosophique se situant pourtant aux antipodes de la pensée stratégique, l'avait déjà bien compris avancé, nous étions désormais entrés dans l'ère du sursis. Terme que reprendra Sartre. Enfin bon, je ne vais pas parler d'Anders et de Sartre ici, mais enfin, Sartre doit beaucoup à Anders. Les deux citations suivantes sont éloquentes en ce que l'une et l'autre placent le pouvoir dissuadant dans autre chose qu'une volonté humaine. Première citation. Le tigre. David K. Lewis, qui est considéré, il est mort il y a 7 ans maintenant, comme le Leibniz du XXe siècle, c'est lui qui a remis au goût du jour de la philosophie analytique la théorie leibnizienne des mondes possibles, la théorie des contrefactuels, etc. Voici ce que disait David K. Lewis en 1989. On ne cherche pas querelle à un tigre, c'est aussi simple que ça. You don't tangle with tigers, it's that simple. Qu'est-ce que c'est que ce tigre? Qu'est-ce que ce tigre vient faire dans cette histoire? Cette proposition est en vérité très profonde, et c'est un nouvel exemple où la pensée girardienne éclaire un propos que l'on prendrait sinon pour anodin, voire simpliste. Voici le raisonnement. Nous avons établi, supposé que vous soyez convaincus, que les puissances nucléaires dans un cadre MAD ne peuvent se dissuader les unes des autres d'attaquer entre eux. Le faire serait se suicider, puisque cela déclencherait la montée aux extrêmes et l'anéantissement mutuel. Or, ces puissances ont pourtant un intérêt commun. Cet intérêt commun, c'est d'être dissuadées. Elles doivent être dissuadées, sinon l'escalade commence et c'est la fin de tout le monde. Alors, par qui peut-être elles dissuadées? Mais justement, par un tigre. Qu'est-ce que c'est que ce tigre? Ce tigre, c'est pas autre chose que, au sens girardien du terme, l'auto-extériorisation de la violence dans l'institution. Bon. Un tigre qui vous dévore ne vous veut aucun mal. Il suit sa nature, c'est tout. Il n'a aucune intention mauvaise. Les intentions humaines n'ont rien à voir là-dedans. Si la dissuasion nucléaire a maintenu un temps le monde en paix, c'est selon cette théorie du tigre, en projetant le mal hors de la sphère des hommes, en faisant une extériorité maléfique, mais sans intention mauvaise. Ce tigre, je répète, c'est donc l'auto-extériorisation de la violence des hommes, une fausse transcendance ou une auto-transcendance en ce qu'elle vient de l'intérieur, c'est-à-dire des hommes eux-mêmes. Seconde citation, le destin. Le tigre et le destin. Alors, le destin aussi, c'est pas une volonté humaine, quelque chose qui est au-dessus, au-delà de la volonté humaine. Cette citation est de Bernard Brodie, philosophe stratégique américain. C'est un curieux paradoxe de notre temps que l'un des facteurs essentiels qui font que la dissuasion nucléaire marche vraiment et marche bien est la peur sous-jacente qu'elle pourrait échouer en cas de crise très grave. Dans ces circonstances, on ne tente pas le destin. Bon, je trouve cette phrase absolument extraordinaire. Si on avait plus de temps, je vous la montrerai et vous la méditeriez vous-même. Ce qui est extraordinaire dans cette phrase, c'est que se mêle. C'est extraordinaire de la part d'un penseur qui se veut rationaliste. Le destin, qui passe spécialement un concept de la théorie du champ rationnel, et l'accident, l'échec, c'est-à-dire la contingence et la nécessité, dans la même phrase. Alors, ici, si je faisais de la philosophie française, mais je n'en pratique pas, je citerai Jacques Derrida, bien sûr, car la figure est la suivante. Vous avez un destin qui ne s'accomplit que par le truchement de son contraire, l'accident, le hasard, la contingence. C'est ce que Derrida appelait la logique du supplément. Mais puisque nous sommes ici dans un cadre girardien, je préfère revenir aux sources, y compris de Derrida, c'est-à-dire le mythe.
le mythe et le tragique, que René Girard a magnifiquement étudié. Il y a deux exemples, mais je vais aller très vite, qui sont hyper connus, Oedipe et l'étranger de Camus. Bon, un mythe grec et un mythe sous la forme d'un roman. Oedipe, il est écrit dès le départ par l'augure qu'il va tuer son père et épouser sa mère. Bon, tout est fait pour que la chose ne se produise pas. Et finalement, Oedipe un jour rencontre un vieillard grincheux qui l'énerve et lui donne un coup et le tue. Bon, ensuite il va à Thèbes, il épouse une femme, c'est ça, ok. Donc il a fallu un hasard, une contingence, la rencontre avec un vieillard pour que le destin s'accomplisse. Meursault, l'étranger de Camus, il est écrit dès la première ligne, enfin le premier paragraphe du roman qui va finir sur l'échafaud parce qu'il ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, mais quelqu'un, même sous l'Algérie de Camus, qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, ne finit pas sur l'échafaud. Il faut pour cela un acte, c'est le meurtre de l'arabe, qui apparaît comme un non-sens absolu. Là, je ne fais que citer l'un des plus beaux textes de Girard, qui est sa déconstruction de l'étranger de Camus, qui montre combien ce roman est empreint de self-deception, de mauvaise foi, la mauvaise foi du personnage principal et la mauvaise foi de l'auteur du roman, Camus lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce meurtre qui n'a aucune signification? Quand on pose la question à Meursault lui-même au moment du jugement, Meursault répond au juge, c'était le soleil. Bon ben voilà, le soleil, le tigre, les destins. Qu'est-ce que tous ces éléments ont en commun? Ben, qu'ils mettent de côté l'intention humaine. La logique de la dissuasion nucléaire à la structure d'un mythe, voilà qui n'est pas sans intérêt. Voilà, une raison de plus de rapprocher H.V. Clausewitz de mon sujet. La fin de mon exposé, demain la guerre. Et je vais vous parler de Trump. Si j'avais le temps, peut-être qu'on trouvera le temps dans la journée, je vous ferai une analyse girardienne de la personnalité de Trump. En termes de pseudo-narcissisme, pas du tout de narcissisme, d'égoïsme, etc. Jusqu'il y a quelques mois, j'ai intitulé la plupart de mes écrits sur le sujet dont je parle aujourd'hui en mettant en exergue la dissuasion nucléaire, dont le principe est l'évitement absolu d'une guerre nucléaire. Contrairement à ce qu'affirme le nouveau livre blanc américain signé par Trump il y a une semaine, de 15 jours maintenant, rien ne pourrait faire que l'escalade ne mène pas à l'anéantissement mutuel. En 7 mots, oui, je crois qu'il y en a 7, une guerre nucléaire limitée est un oxymore. Or, comme la plupart de mes collègues du CISAC de Stanford, le centre dont je parlais, comme la plupart le pensent, il n'est plus à exclure qu'un échange de missiles nucléaires entre la Corée du Nord et les États-Unis se produise avant la fin du mandat de Trump. Les probabilités subjectives, je le disais en commençant, se situent entre 33 et 50%. Bon. Comme Daniel Ellsberg l'affirme dans ce livre, jamais une administration US n'a vraiment pris au sérieux le principe du no first strike, c'est-à-dire on n'attaque pas en premier, nucléairement. Et l'administration Trump vient, dans ce livre blanc, d'y renoncer officiellement. C'est la porte ouverte, bien sûr, à ce que le jargon militaire américain nomme une frappe préemptive. Préemptive. L'expression d'ailleurs tout à fait bizarre, puisque bon, c'est acheter, c'est la préemption, on achète avant, et là on l'applique à des frappes atomiques. Bon. Tout s'est noué au cœur de l'été de l'an dernier. Ce funeste été 2017, les commentateurs ont cru voir en Trump le sosie de Nixon. Alors non pas parce que Nixon a été impeached, et que tout le monde, enfin, 50% des Américains souhaitent l'impeachment de Trump. Non. C'est parce qu'on s'est souvenu que sous le nom de Madman Theory, théorie du fou, Nixon avait eu en 1969, en pleine guerre du Vietnam, l'idée géniale entre guillemets, que s'il feignait d'être exaspéré au point de commettre un acte fou, les Nord-Vietnamiens le supplieraient de faire la paix aussitôt. Trump serait donc son émule. Il ferait le fou. Sauf qu'il est indécidable de savoir s'il est fou ou s'il prétend être fou. Nouveau signe de l'incompréhension générale au sujet de la dissuasion nucléaire, il n'y a pas que Trump qui n'en comprend pas le principe. On n'a pas saisi que, loin d'être une invention de Nixon, la théorie du fou est partie intégrante de la doctrine MAD. Bon. Le paradoxe qui se loge au cœur de la théorie, c'est que la rationalité de la dissuasion repose sur une menace
dont la mise à exécution serait le comble de l'irrationalité. Lorsqu'en 1969, le président Nixon fut informé que la seule option technique pour exercer des représailles en réponse à une attaque soviétique provoquerait la mort de 80 millions de Russes en quelques heures, étant donné la puissance prodigieuse de la bombe à hydrogène, Nixon en fut épouvanté. Son conseiller à la Sûreté nationale, Henry Kissinger, s'écria « Comment peut-on rationnellement décider de tuer des dizaines de millions de personnes ?» Le mot important là-dedans, c'est « rationnellement ». Ce n'est pas à l'éthique que se réfère Kissinger. Quelle éthique pourrait bien juger des actes qui dépassent monstrueusement l'échelle de la condition humaine? Donc c'est bien à la raison qu'il en appelle. Mais cette raison bafouée fait partie intégrante de la rationalité de la dissuasion. Pour jouer efficacement le jeu MAD, il faut être capable de tenir deux rôles à la fois, le sien, celui du stratège rationnel, et celui du cinglé absolu. Cela implique un superbe talent de comédien. Là, si j'avais le temps, je commenterais le magnifique texte de Denis Diderot, Le paradoxe sur le comédien. Il faut être tout à la fois son personnage et l'acteur qu'il incarne à distance. Nixon avait ce talent. Bon, Nixon était un pur crapule, etc. Il était loin d'être bête, et il avait ce talent de se mettre à distance de lui-même. Ce qu'on peut dire au sujet de Trump, même sans analyse gérardienne, c'est que Trump, on est incapable. Il est incapable de se mettre à distance de lui-même. Bon, alors, il change d'avis toutes les minutes, enfin, tous les jours, disons, mais à chaque fois, il colle complètement à ce qu'il est. Si je vous disais comme ça d'emblée, pourquoi est-ce que Trump est éminemment dangereux? C'est pas parce qu'il est fou, c'est pas qu'il ne comprend rien à des décisions nucléaires, etc. C'est parce qu'il n'a absolument pas le sens de l'ironie. Vous me diriez, vous êtes fou, enfin c'est pas sérieux. Et pourtant, je crois que c'est ça qui est dangereux. Il est incapable de se mettre à distance de lui-même. Ok, il ne peut pas jouer le jeu mal. Ni Kim ni Trump ne veulent la guerre vers laquelle ils entraînent le monde, tels des somnambules, pas plus que ne le voulaient Kennedy et Khrushchev pendant la crise des missiles de Cuba. Et cela n'a strictement aucune importance. Les intentions humaines ne comptent pas ou ne comptent plus. C'est ça qui est effrayant. Je termine par une étude de cas. Alors vous me donnez un peu de 5 minutes si je peux, parce que bon, c'est quand même pas évident de parler dans ces conditions. Le samedi 13 janvier 2018. J'ai l'impression qu'en France, on n'en a absolument pas parlé. Et ça m'effraie quand même. Je crois que la France a une très mauvaise image, enfin une très mauvaise idée de ce qui se passe en Amérique actuellement. Bon. Le samedi 13 janvier 2018, les habitants de l'archipel de Hawaï ont été saisis d'épouvante pendant 38 très longues minutes. Non seulement ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir, eux et leurs proches, mais ils se sentaient horriblement piégés, incapables d'imaginer ce qu'il fallait faire pour échapper à l'horreur. Car, à 8h10 du matin, tous ceux qui se trouvaient sur l'archipel, habitants et touristes, et il y a beaucoup de touristes à Hawaï, reçurent sur leur téléphone portable une alerte qui disait « Un missile balistique est en train de se diriger sur Hawaï, mettez-vous immédiatement à l'abri, ceci n'est pas un exercice aérien. This is not drill. » Il était d'autant plus inévitable de prendre l'alerte au sérieux que Hawaï se trouve à mi-chemin, à peu près, entre la presqu'île coréenne et la Californie. En vérité, un fonctionnaire avait pris un message enregistré à l'occasion d'un exercice aérien pour une véritable alerte et l'avait relayé Urbi et Orbi. Tout revint dans l'ordre, mais non sans laisser de traces. 3 jours plus tard, le même scénario se déroulait au Japon. L'archipel allait être frappé de façon imminente par un missile nord-coréen. Cette fois, 5 minutes suffirent pour que l'erreur fût corrigée. Le vocabulaire militaire américain parle dans ce cas de near miss. Near, près, miss, manqué. C'est une expression qui dit le contraire de ce qu'elle veut dire. Il faudrait dire near hit. Bon, il s'en est fallu de peu que la chose se passe. Bon, là, on dit le contraire. Bon, mais oublions cela. Ce que l'on veut évidemment dire, c'est qu'il s'en est fallu de peu que l'horreur se produise. De fait, il suffit que l'alerte provienne du commandement militaire pour que le président américain ait environ 5 minutes pour décider de lancer une batterie de missiles balistiques intercontinentaux avant qu'ils ne soient détruits par le missile qui arrive dans leur silo. Si l'alerte était fausse, il aurait ainsi déclenché par erreur la Troisième Guerre mondiale, celle qui, comme disait Einstein, serait suivie de l'âge de pierre et de l'âge des frondes, comme pour tuer les oiseaux. Pour résumer, nous trouvons une configuration intéressante. D'un côté, un monde de fausses menaces, la dissuasion nucléaire, auxquelles ceux-là même qui les profèrent ne sont pas sûrs de croire. C'est le monde de la dissuasion qui n'émeut personne, qui barbe tout le monde, puisque ça paraît garanti. Bon.
Est-ce qu'on a vraiment peur d'un conflit nucléaire? De l'autre, un monde qui a les nerfs à vif, où les fausses alertes se multiplient et peuvent déclencher l'hécatombe. Le paradoxe étant que ce second monde, le monde de l'affolement, a été engendré par le premier, l'indifférence. Comme le dit William Perry, le grand ami de Jeroboam et ancien secrétaire à la Défense. Je termine ici. La leçon à tirer de tout cela est qu'il est devenu impératif de traiter toutes les menaces et toutes les alertes, quel que soit leur caractère excessif, comme si elles étaient vraies. Il n'y a plus de différence entre fausses alertes et vraies alertes. Son raisonnement est le suivant. Nous savons que le principal danger d'une confrontation nucléaire, si je vous ai convaincu de cela, ne vient pas des mauvaises intentions, mais de ce qu'on peut appeler d'un terme générique un accident. Ce peut être une faute de calcul stratégique, un contresens sur une déclaration d'autrui, quelqu'un qui appuie sur le mauvais bouton, quelqu'un qui clique sur un lien erroné. Or, qu'est-ce qu'une fausse alerte, sinon elle-même un accident? Quelle différence y a-t-il entre des missiles qui tombent vraiment sur la Californie et une fausse alerte selon laquelle des missiles s'approchent de la Californie, puisque cette fausse alerte va provoquer une riposte immédiate et équivalente, et le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale et de la destruction mutuellement assurée. Dernière référence philosophique, et je m'arrête. Les philosophes ici connaissent le dialogue entre Kant et Benjamin Constant sur la question de savoir si il faut mentir. L'argument de Kant, c'est que si tout le monde mentait, c'est pas que le monde serait horrible, c'est qu'il n'y aurait plus de mensonges. L'argument s'auto-invalide, parce que si tout le monde ment quand ça l'arrange, eh bien il n'y a plus de vérité. S'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de mensonge. C'est ça l'argument de Kant. Autour d'exclusion de l'argumentation. Eh bien on peut dire, pour utiliser un mot complètement à la mode aux États-Unis, rendu à la mode par Trump, que les fake news que Trump voit partout envahissent le monde et deviennent la vérité. Ma conclusion, sur 5 ou 6 étapes, même 7 peut-être, de cette argumentation complexe, j'espère vous avoir convaincu que la pensée de René Girard est d'un apport incomparable, et cela parce que, en fin de compte, elle n'hésite pas à creuser profond là où la pensée s'enracine dans la logique du sacré. Merci.